la pluie s'abattait sur Mexico avec une violence inattendue, martelant les toits de tôle, éclaboussant les trottoirs fissurés et transformant les rues en rivières boueuses. L'air était chargé d'odeurs mêlées, celle de la terre humide, celle de l'essence qui s'évaporait des moteurs, celle du maïs grillé des vendeurs ambulants qui, dans la précipitation, tentaient de sauver ce qu'ils pouvaient. Partout, les passants accéléraient le pas, pressés de trouver un abri sous une marquise ou dans un bus qui, comme toujours, tardait à venir. Le tumulte de la ville, amplifié par l'orage, résonnait comme un cœur battant hors de contrôle. Dans ce chaos, serré contre un mur glacé, une jeune femme protégeait de toutes ses forces un bébé enveloppé dans une couverture détrempée. Elle s'appelait Maria Fernanda. Son plus grand ennemi, à cet instant, n'était pas la pluie, mais l'impuissance. Aucun toit ne s'offrait à elle, aucun coin sec où déposer son petit Ismaël, à peine âgé d'1 an. De sa main droite, elle collait l'enfant contre sa poitrine pour lui donner un peu de chaleur. De l'autre, elle tentait vainement de le couvrir avec un carton ramassé sur le sol. Mais rien ne résistait à la pluie qui pénétrait tout. « Tranquille, mon amour, ça va passer », murmurait-elle d'une voix brisée, son accent caribéen trahissant ses origines. Le bébé pleurait sans relâche. Ses sanglots se mêlaient au fracas de la tempête, au klaxon des voitures, aux cris pressés des marchands ambulants qui rangeaient leurs affaires. Personne ne s'arrêtait. Certains posaient sur elle un regard rapide, fronçaient les sourcils, puis reprenaient leur chemin. Pour beaucoup, elle n'était qu'une parmi tant d'autres, une migrante trempée, une silhouette effacée dans la foule. Maria ferma les yeux, désespérée. Son cœur battait trop vite, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Elle avait tout quitté pour en arriver là, et à cet instant, elle se sentait plus seule que jamais. C'est alors qu'une voix grave, douce malgré la pluie, rompit le vacarme. « Waga, vous avez besoin d'aide ?» Maria releva la tête. Devant elle, tout aussi trempé, se tenait un homme d'une trentaine d'années. Sa peau sombre brillait sous les gouttes, ses cheveux plaqués contre son front et ses chaussures inondées. Ses yeux reflétaient une inquiétude sincère mêlée de tendresse. Sans attendre sa réponse, il retira la veste qu'il portait et la tendit vers elle. « Prenez-la. Couvrez bien votre bébé, sinon il va tomber malade. » Maria hésita. Depuis son départ, elle n'avait rencontré que regards méfiants, refus secs et portes closes. Pourquoi cet inconnu s'arrêterait-il pour elle? Non, ce n'est pas nécessaire. Vous êtes trempé aussi. L'homme eut un sourire simple, presque timide. Moi, je peux supporter. Lui, non. Sans un mot de plus, il posa la veste sur ses épaules et enveloppa l'enfant avec. Le tissu, alourdi par la pluie, diffusait malgré tout une chaleur réconfortante. Ismaël, apaisé, cessa peu à peu de pleurer. Les larmes de Maria se confondirent avec la pluie sur ses joues. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'on avait fait quelque chose pour elle sans rien demander en retour. « Merci, merci infiniment », balbutia-t-elle, la voix étranglée. L'homme secoua la tête. « Ne me remerciez pas, protégez seulement votre fils. Vous avez un endroit où aller ?» Maria baissa les yeux. Le silence fut sa seule réponse. Pourtant, dans ce silence, l'inconnu comprit l'essentiel. Sous la pluie battante, un simple geste d'humanité venait de transformer quelque chose en elle. Elle ne savait pas qui était cet homme ni quel rôle il jouerait dans sa vie, mais soudain, elle se sentit moins seule. Son cœur, figé dans la peur, s'entr'ouvrit à une lueur fragile d'espérance. Parfois, un acte simple suffit à réorienter tout un destin. Ainsi commença l'histoire de Maria et de cet inconnu nommé Jésus. Sous l'averse, leurs vies commencèrent à s'entrelacer. Maria Fernanda n'était pas étrangère à la souffrance. Elle l'avait connue dès l'enfance, dans une Havane marquée par la pénurie. Elle se souvenait des files interminables sous un soleil écrasant pour obtenir un peu de riz, du troc de vêtements usés contre quelques haricots, du visage épuisé de sa mère essayant de cacher son désespoir. Chaque souvenir était une cicatrice, un rappel brutal de ce qu'elle avait enduré. Lorsqu'Ismaël vint au monde, la joie d'être mère se mêla à une peur viscérale. Elle tenait dans ses bras une vie fragile, dépendante d'elle seule. En regardant ses yeux brillants, elle se répétait « Je ne peux pas le laisser grandir dans la même misère que moi ». Cette conviction fut la braise qui l'amena à une décision déchirante, quitter Cuba. Le jour de son départ, le ciel était voilé, lourd, comme si l'île elle-même voulait la retenir. Dans une petite mochila, elle avait rangé quelques vêtements et la couverture de son fils. Pas d'adieu flamboyant, seulement l'étreinte silencieuse de sa mère, les yeux noyés de larmes.
Va, ma fille. Donne à ton enfant ce que tu n'auras jamais ici. Ces mots, gravés en elle, l'accompagnèrent à travers chaque épreuve. Le chemin vers le Mexique n'était pas un voyage, mais une odyssée de survie. Elle marcha sous des soleils implacables, sous des pluies glacées, partageant avec d'autres exilés des morceaux de pain rassis. La nuit, elle dormait au bord des routes, bercée par le grondement des camions et les pleurs d'Ismaël. Chaque pas était chargé d'angoisse, peur des contrôles, des abus, des regards qui les réduisaient à des êtres invisibles. Pourtant, quelque chose en elle refusait d'abandonner. Une voix intérieure lui soufflait, « Avance. » Reculer, c'est condamner ton fils. Lorsqu'elle atteignit la frontière sud du Mexique, ses pieds saignaient, ses vêtements n'étaient plus que haillons. Elle y rencontra une barrière invisible, les papiers, les contrôles, les questions sans fin. Beaucoup furent renvoyés, d'autres séparés. Maria, serrant Ismaël contre elle, répétait en boucle « On ne me l'enlèvera pas. Personne ne me l'enlèvera. » Comme un mantra, cette phrase lui donnait la force de tenir debout. Les jours suivants furent une lutte sans répit. Elle dormait là où elle le pouvait, mendiait un morceau de nourriture sur les marchés, acceptait chaque geste de charité comme un miracle. Souvent, le découragement la submergeait. Mais chaque sourire d'Ismaël, aussi fugace fut-il, allégeait le poids du monde. Sous la pluie de Mexico, quand elle rencontra Jésus, tout ce passé pesait encore sur elle. Pourtant, à cet instant précis, elle comprit que la route n'était pas terminée. Quelque chose s'ouvrait, fragile et incertain, mais réel. Un fil invisible reliait désormais sa vie à celle de cet homme au regard bienveillant. C'était peut-être le début d'un nouveau chemin. Un chemin où, malgré la misère et la dureté du monde, la bonté humaine pouvait encore faire éclore l'espérance. Quand enfin elle parvint à la capitale, Maria se rencontra face à une réalité qui la submergea. Ciudad de Mexico se dressait devant elle comme un monstre de béton et de bruit, immense, démesuré, implacable. La ville respirait un chaos ininterrompu, les foules se pressaient dans toutes les directions, les panneaux lumineux parsemant la nuit de couleurs vives, les vendeurs ambulants lamant avec voix perçante, et les bus rugissant comme de véritables bêtes d'acier. L'air portait mille odeurs entremêlées, celle de la viande asada qui grésillait sur les planchas, du maïs grillé, du piment qui piquait les yeux et du carburant qui étourdissait. Chaque pas lui rappelait qu'elle était étrangère à ce monde. Rien n'était familier, tout paraissait menaçant. Pourtant, au cœur de ce tumulte, elle se fit une promesse intérieure. Elle n'était pas arrivée jusque-là pour abandonner. Il fallait qu'elle trouve une brèche, un souffle, la moindre opportunité pour recommencer. Baissant les yeux vers Ismaël, son fils endormi malgré le vacarme, elle lui jura en silence que ses sacrifices auraient un sens. Cette promesse, murmurée au coin d'une rue anonyme, deviendrait sa force face aux épreuves à venir. Maria ignorait encore que sa route allait croiser celle de personnes qui éprouveraient sa détermination, mais qui lui montreraient aussi que la bonté surgit parfois aux instants les plus inattendus. La première fois qu'elle s'aventura dans le centre de la capitale, elle eut l'impression d'entrer dans un labyrinthe infini. Les immeubles semblaient ne jamais finir, dressés les uns contre les autres. Certains, ornés de balcons anciens, parlaient du passé colonial, tandis que d'autres, modernes et vitrifiés, dominaient comme des géants impersonnels. Le vacarme s'entremêlait, klaxons stridents, grondements du métro qui vibrait sous ses pieds, voix aiguës des vendeurs ambulants. Tout formait un bourdonnement incessant qui la faisait vaciller. Lève su tacos, gurita, bien barato, criait un homme devant son chariot fumant. À las aguas fresca, de horchata, de Jamaïca et de tamarindo, chantait une jeune femme avec un sourire aguicheur. Maria resserra son étreinte autour d'Ismaël, qui dormait contre sa poitrine, et avança d'un pas hésitant. La ville battait comme un cœur géant, mais pour elle, chaque pulsation était étrangère, presque hostile. Ce qui la troublait le plus n'était pas le vacarme, mais la langue elle-même. L'espagnol, qu'elle croyait maîtriser, lui apparaissait sous des formes étranges, des mots nouveaux, des expressions inconnues. Quand on l'appela « Chava », elle resta interdite. Quand un autre lui lança un « Andel », puis, elle crut que l'on s'impatientait avec colère. Tout était un apprentissage brutal. Et il y avait aussi les regards. Certains la scrutaient avec méfiance, devinant d'instinct qu'elle n'était pas d'ici. Parfois, des murmures l'atteignaient, blessants, émigrante, Seguro viennent de Centro-América. Le gant port montonne. Ces phrases, mi-chuchotées mi-criées, la faisaient saigner intérieurement. Son cœur fatigué ne cherchait pourtant qu'un havre où reposer. Le vide de son estomac la ramena brutalement à la réalité.
Depuis l'aube, elle n'avait rien avalé. Et Ismaël avait besoin de lait. Ses pas la menèrent jusqu'à un marché populaire, un univers foisonnant de couleurs et d'odeurs. Les bâches rouges et bleues protégeaient les étals, et dans l'air flottaient des parfums puissants, le maïs grillé, les sauces au piment qui faisaient pleurer, les fruits brillants comme des joyaux. Maria s'arrêta devant un stand où une femme aux cheveux relevés servait des gorditas brûlantes. Ses mains, marquées par le labeur, pétrissaient la pâte avec une dextérité presque musicale. Un tablier taché témoignait d'années de travail. Relevant la tête, la vendeuse demanda avec simplicité. « Qu'est le doigt, Mija ?» Rougissant, Maria baissa les yeux. « No tango dinero. Solo estaba mirando. » Le silence pesa, interrompu par les vagissements d'Ismaël, réveillé par la faim. Le visage de la marchande se fronça, mais non par dureté, c'était la marque d'une compassion immédiate. « Aver, no se me aguit. Esperem tantito. » Elle saisit une tortilla chaude tout juste sortie du comal, la garnit de frijoles et de fromage, et la tendit à Maria, enveloppée dans du papier. Puis, d'un geste tranquille, elle posa un verre d'eau de Jamaïca sur la table branlante. Comazello, que se le nota en la cara que Hello ne s'hésita. Isunino la requiert fuerte. Les yeux humides, Maria murmura. No sé como agradecerle. La femme répondit d'un ton assuré. Agradezca comiendo. Aquí nadie se queda con el estomago vacío. Me l'amo doña Lupita. Ce geste simple fut un répit miraculeux. La première bouchée de gordita fit renaître en Maria une étincelle de vie, le goût du maïs et du fromage lui rendait la force. L'eau sucrée apaisa sa soif brûlante. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était une main tendue, une humanité offerte dans un monde rude. Doña Lupita, en silence, la détaillait. Elle reconnaissait ce regard de fatigue, celui de ceux qui arrivent de loin, avec dans leur bagage des histoires trop lourdes pour être dites. De Don des Usted, demanda-t-elle avec curiosité. De Cuba, souffla Maria. La marchande acquiesça sans étonnement. Elle avait déjà entendu cette réponse, sans doute 1000 fois. Pumir, Aquino est facile. Pero siempre quien tient de la mano. No mano serage, mija. Ces mots, Maria les grava dans son cœur. Elle ignorait encore combien ils pèseraient dans son destin. Mais elle comprit que cette rencontre dans un marché grouillant était bien plus qu'un hasard. C'était le début d'un lien, fragile et puissant à la fois, qui l'aiderait à continuer. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, un souvenir hantait encore Jesus Ramirez. Au volant de son autobus bondé, il revoyait sans cesse l'image de cette jeune mère recroquevillée sous la pluie, protégeant son enfant avec un simple morceau de carton. Le rugissement du moteur, les passagers pressés, l'odeur de sueur et d'essence faisaient partie de son quotidien. Mais ce regard, mi-craintif, mi-reconnaissant, avait marqué son esprit plus profondément qu'il ne voulait l'avouer. Jesus connaissait la vulnérabilité. Il avait grandi dans un quartier de baraques serrées, sous des toits de tôle qui brûlaient en été et gelaient en hiver. Sa mère, couturière infatigable, s'épuisait à nourrir ses 3 enfants. Son père, presque toujours absent, ne laissait derrière lui que des promesses vides. Très tôt, Jesus apprit que la ville ne faisait de cadeaux à personne. À l'école primaire, ses chaussures trouées lui valurent moquerie. Plus tard, l'absence d'argent l'empêcha d'entrer au lycée. Tunova à le gare le Jo, lui lança un voisin avec une certitude cruelle. Mais au lieu de l'écraser, ses mots l'endurcirent. Il travailla comme aide-mécanicien, puis comme receveur de bus, avant de décrocher ce qu'il considérait comme une victoire, conduire enfin son propre autobus. La ville pouvait tout engloutir, mais lui avait appris à résister. Ses traits s'étaient forgés sous les insultes des passagers impatients, dans les réveils avant l'aube, au rythme monotone des kilomètres avalés. Pourtant, malgré cette carapace, il avait gardé une chose rare, la solidarité. Ses proches le décrivaient comme un homme au cœur trop tendre, toujours prompt à se compliquer la vie pour aider autrui. Il répondait avec un sourire las. Si entre pauvres nos ayudamos, entons, quien? Cette devise était devenue son credo. Ainsi, quand il avait aperçu Maria et son bébé sous le déluge, ce n'était pas la pitié qui l'avait ému, mais un souvenir. Celui de sa propre mère, protégeant ses enfants coûte que coûte, cousant jusqu'à en saigner des doigts pour qu'ils aient un repas. Cette nuit-là, dans sa chambre exiguë d'une colonia populaire, il resta longtemps assis, ruminant. Il avait donné sa veste presque sans réfléchir. Et pourtant, l'image du visage de Maria, traversée d'angoisse et de reconnaissance, ne le quittait pas.
Pauvre Mugé, cela qu'ont un Nino, murmura-t-il. Ressus n'avait jamais été un homme de luxe. Mais il savait reconnaître, dans le regard des autres, la détresse qui lui rappelait sa propre histoire. Et peut-être, sans encore l'admettre, venait-il de croiser un destin qui allait transformer le sien. La chambre de Ressus era minuscule, réduite à l'essentiel, un lit de fer grinçant, une table usée par le temps et une petite cuisinière portable qui à peine suffisait à réchauffer un café ou une soupe. Au mur, les seuls adornements étaient un crucifix hérité de sa mère et un calendrier jauni représentant la Vierge de Guadalupe. C'était dans cette austérité, au cœur d'un silence lourd, qu'il se posait une question qui ne cessait de le tourmenter: que deviendrait cette jeune femme qu'il avait rencontrée avec son bébé? Pourrait-elle survivre un jour de plus dans une ville si impitoyable? Chaque matin, lorsqu'il reprenait son service de chauffeur de bus, l'image de Maria revenait le hanter. Pendant qu'il encaissait les billets, supportait les discussions sans fin des passagers ou gérait les disputes pour une place assise, son esprit s'échappait vers cette scène. Il se répétait qu'il ne devait pas s'impliquer, que ses propres problèmes étaient déjà trop lourds. Mais le souvenir persistait, obstiné, comme une épine enfoncée dans son cœur. Un après-midi, alors qu'il se reposait à la base de la ligne, un collègue lui lança, moqueur: « Dis donc, Ramire, on dit que tu te prends pour un héros avec les gens de la rue. » Ressus le regarda calmement, sans hausser le ton. « Ce n'est pas une affaire de héros, compadre. C'est une affaire d'humanité. » Les autres éclatèrent de rire, mais pour lui, ces mots portaient une vérité profonde. Sa vie entière avait été une école de résistance, et il savait qu'un petit geste pouvait changer beaucoup pour quelqu'un au bord du désespoir. En son fort intérieur, il sentait grandir une conviction qui l'inquiétait autant qu'elle le poussait à agir. Cette femme et son enfant ne pouvaient pas disparaître dans l'oubli, comme tant de visages anonymes engloutis par la foule de la capitale. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce simple élan de solidarité l'entraînerait sur un chemin bien plus complexe qu'il ne l'imaginait, un chemin semé d'épreuves où sa patience, sa foi et même sa vision de la vie seraient mises à rude épreuve. Pour Maria, les jours suivants furent une tempête sans fin. La pluie avait cessé de tomber sur la ville, mais la tempête intérieure continuait de s'abattre sur elle et son petit Ismaël. Chaque matin, elle se réveillait dans un coin de fortune, le cœur serré par l'incertitude: comment nourrir son enfant? Son premier réflexe, avant même d'ouvrir les yeux, était de penser au lait, à un morceau de pain, à n'importe quoi pour apaiser les pleurs de son fils. Elle chercha du travail. Dans une petite cantine du centre, elle demanda timidement s'ils avaient besoin d'une aide pour laver la vaisselle. L'homme qui gérait l'endroit, un robuste moustachu, la scruta de haut en bas puis lança sans détour: « Et tes papiers? Parce que sans papiers, pas de travail. » Maria baissa les yeux, honteuse, et fit non de la tête. L'homme haussa les épaules et retourna à ses affaires, comme si elles n'avaient jamais existé. La scène se répéta ailleurs, dans les étals de rue, les petites boutiques, même dans une pharmacie. Partout, les portes se refermaient avant même qu'elle n'ait eu le temps d'expliquer qui elle était. À chaque pas, la peur l'accompagnait. Dès qu'elle croisait une patrouille, elle imaginait le pire: l'arrestation, la séparation, l'expulsion. La vulnérabilité lui nouait la poitrine comme un étau implacable. Un soir, alors qu'elle tentait de calmer Ismaël qui pleurait de faim, une voix familière résonna derrière elle. « Tout va bien, Maria ?» C'était Ressus, encore vêtu de son uniforme de travail qui portait l'odeur du moteur et de la fumée. Dans sa main, une poche de pain sucré. En la voyant si abattue, il sortit une concha de vanille et la lui tendit. « Tenez, pour ne pas perdre courage. Votre fils a besoin de vous voir forte. » Maria accepta, les larmes au bord des yeux. Elle détestait dépendre de la charité, mais dans le regard de Ressus, il n'y avait ni pitié ni condescendance, seulement une solidarité sincère. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, » murmura-t-elle. Ressus s'assit à côté d'elle sur le trottoir. « Moi non plus, je n'ai pas la vie facile. Le travail est dur, l'argent manque, mais je sais une chose, il y a toujours un chemin. Et si vous avez besoin, je suis là. » Ces mots l'ébranlèrent. Personne, dans cette ville immense, ne s'était arrêté pour l'écouter. Personne sauf lui. Les jours passèrent. Ressus revenait de plus en plus souvent. Parfois, il apportait un peu de nourriture, d'autres fois, il venait simplement partager un moment, raconter ses anecdotes de bus, les disputes absurdes entre passagers, les bénédictions des grand-mères reconnaissantes, les sourires fugitifs. Maria, peu à peu, se laissa aller à parler de son passé: Cuba, la crise,
la mère qu'elle avait quittée avec douleur. Il écoutait sans l'interrompre, respectant le poids de chaque mot. Mais la réalité restait dure. Les petits travaux qu'elle dénichait, laver du linge, porter des sacs au marché, rapportaient à peine de quoi survivre. Un soir, en couvrant Ismaël d'une couverture, Maria sentit la désespérance l'étouffer. « Je n'en peux plus », chuchota-t-elle dans le vide. Mais aussitôt, la voix de Ressus lui revint, « Il y a toujours un chemin. » Ce souvenir ralluma en elle une étincelle de courage. Avec lui, elle essaya même de vendre de petites bracelets tressés avec des fils qu'elle avait conservés de Cuba. Les clients passaient sans la voir, mais quelques-uns s'arrêtaient et lui donnaient quelques pièces. Ce n'était presque rien, mais c'était un début. Malgré tout, Maria restait méfiante. Elle ne voulait dépendre de personne ni ouvrir son cœur trop vite. Mais chaque geste de Ressus lui rappelait que, même au milieu du chaos, il existait encore des êtres humains capables de tendre la main. Pourtant, l'ombre du danger ne la quittait pas. Chaque sifflement de policier dans la rue la faisait sursauter. Chaque regard insistant la paralysait de peur qu'on ne lui demande ses papiers. Elle vivait suspendue à un fil, consciente qu'un seul faux pas pouvait anéantir ce qu'elle avait réussi à préserver. Un matin, au marché, un murmure se propagea comme une traînée de poudre. « Aujourd'hui, il va y avoir une rafle. La migration est dans le secteur. » Les vendeurs rangeaient leurs affaires en hâte. Les migrants se dispersaient, certains disparaissant dans des ruelles, d'autres se terrant dans des dépôts. Maria sentit son sang se glacer. Elle serra Ismaël contre elle et chercha refuge dans un coin. Ses mains tremblaient, sa respiration s'accélérait. Les souvenirs douloureux affluèrent, les mères séparées de leurs enfants, les camarades expulsés sans préavis. L'idée de perdre Ismaël la transperça comme une lame. Peu après, 2 camionnettes blanches aux lettres bleues apparurent. Les agents descendirent, gilets et casquettes officielles, contrôlant papiers et identification. Parmi eux se détachait Moral, un homme d'âge moyen au regard dur. « Document, s'il vous plaît. » Quand il arriva devant Maria, elle tenta de reculer, mais il n'y avait nulle part où fuir. « Et vous, vos papiers ?» Elle sentit ses jambes se dérober. « Je n'en ai pas », murmura-t-elle, le regard baissé. Moral soupira, agacé. « Suivez-moi, madame. Vous ne pouvez pas rester ici sans document. » Le cri d'Ismaël éclata alors, attirant l'attention des passants. Maria l'étreignit comme si on allait le lui arracher. C'est à cet instant qu'une voix claire s'éleva. « Et, officier !» Ressus venait d'arriver, descendant de son bus arrêté au coin de la rue. Il s'avança sans hésiter. « Que se passe-t-il ici ? » ?»« Affaire de migration, monsieur. »« Ne vous mêlez pas de ça, » répondit Moral froidement. « Cette femme n'est pas une criminelle. Elle s'occupe seulement de son enfant. »« Elle n'a pas de papier, » répliqua Moral. « Et ça la rend moins humaine ?» lança Ressus, avec une fermeté qui surprit même Maria. L'agent, visiblement irrité, jeta un regard autour de lui. Les badauds s'étaient arrêtés, observant la scène. La pression montait. C'est alors que Doña Lupita, la marchande de nourriture voisine, s'interposa. « Officier, laissez-la. Cette jeune femme ne fait de mal à personne. Si vous voulez, je réponds pour elle. » Moral resta silencieux quelques secondes qui semblèrent une éternité, puis céda. « Très bien. Mais qu'elle ne cause pas de problème. » Il s'éloigna vers un autre groupe. Maria, tremblante, peinait à tenir debout. Ressus la soutint par l'épaule et la conduisit dans la petite remise de Doña Lupita. L'odeur de la pâte fraîche contrastait avec la peur qui régnait encore. « Ici, vous êtes en sécurité, » murmura-t-il. Maria éclata en sanglots. « J'ai cru qu'ils allaient me le prendre, que je ne le reverrai plus. » Ressus posa une main rassurante sur la sienne. « Ça n'arrivera pas. Je vous le promets. » À ce moment précis, Maria comprit qu'elle ne pourrait affronter seule ce qui l'attendait. Elle avait besoin de soutien, de confiance. Et bien qu'il lui fût encore difficile de l'accepter, elle savait que Ressus et Doña Lupita avaient déjà prouvé qu'ils étaient prêts à risquer pour elle. Mais, au fond de son cœur, elle pressentait aussi que ce n'était que le début, le danger reviendrait tôt ou tard frapper à sa porte. Dans ce silence fragile, la bodega devint son refuge. Le marché, dehors, continuait à bourdonner comme si rien ne s'était passé, mais elle sentait encore son cœur battre à tout rompre. Ismaël dormait sur ses genoux, inconscient du péril qu'il venait d'éviter. Alors, elle leva les yeux vers Ressus,
assis près d'elle, pensif. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ressus leva les yeux, étonné, comme si les paroles de Maria l'avaient pris de court. « Quoi ? Se mettre en travers de leur chemin pour moi ? Vous auriez pu avoir des ennuis. » Il soupira doucement, haussa les épaules et répondit d'une voix ferme, mais calme. « Écoutez, Maria, on ne reste pas les bras croisés quand on voit une injustice. Et encore moins quand un enfant est en jeu. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de la jeune femme comme un coup de réalité. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu quelqu'un prendre sa défense avec une telle conviction. Pourtant, la méfiance demeurait. « Vous ne me connaissez même pas » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Vous ignorez qui je suis. » Ressus se pencha légèrement vers elle. « J'en sais assez. Je sais que vous êtes une mère qui se bat pour son enfant, et cela me suffit. » Il n'y avait dans sa voix ni paternalisme ni compassion excessive, c'était de la sincérité pure. Maria le fixa en silence, essayant de le déchiffrer. La dureté de la vie lui avait appris à ne faire confiance à personne. Pourtant, cet homme semblait différent. Les jours qui suivirent confirmèrent son pressentiment. Ressus commença à lui rendre visite plus souvent dans l'entrepôt de Doña Lupita. Parfois, il apportait un peu de nourriture, d'autres fois il se contentait de s'asseoir à ses côtés pour bavarder. Au début, leur conversation était légère, le climat, la routine de la ville, quelques anecdotes sur les passagers du bus. Mais peu à peu, les masques tombèrent. Un après-midi, alors qu'Ismaël jouait avec une petite cuillère en plastique, Maria parla de son père. « Il n'a jamais voulu accepter que je parte. Il disait qu'émigrer, c'était se rendre. Que je devais rester et me battre là-bas. Mais moi, je regardais mon fils et je savais que je ne pouvais pas attendre un miracle. » Ressus l'écoutait sans l'interrompre, se contentant d'acquiescer de temps à autre. Quand elle eut fini, il resta pensif. « Vous savez, moi aussi j'ai grandi avec un père absent. Il était là, mais comme s'il n'y était pas, toujours des promesses, toujours des silences. C'est ma mère qui s'est brisé le dos pour nous élever. » Maria le regarda avec intérêt. « Et vous ne lui en avez jamais voulu ?» Un sourire triste se dessina sur les lèvres de Ressus. « Bien sûr que si. Mais j'ai fini par comprendre que porter cette colère ne faisait qu'alourdir mon chemin. J'ai préféré apprendre de ce que ma mère m'avait transmis, qu'on ne baisse pas les bras, même si le monde entier s'écroule sur nous. » Ces paroles résonnèrent en Maria d'une façon inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, elle eut l'impression que quelqu'un comprenait la racine de sa lutte. Un autre soir, alors qu'ils partageaient un café préparé par Doña Lupita, Ressus laissa échapper une confession plus intime. « Vous savez quel était mon plus grand peur, quand j'étais gamin ? Être invisible. Que personne ne me voie. Parce que dans cette ville, si tu n'as ni argent ni nom, tu n'existes pas. Tu es comme un fantôme. » Maria frémit. « C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. Comme si j'étais là, mais sans vraiment exister. » Le silence qui suivit ne fut pas gênant, c'était un silence de compréhension profonde. Un pont invisible venait de se former entre eux, la certitude partagée d'avoir été ignoré, marginalisé, chargé d'un fardeau incompris. Ce lien commença à redonner des forces à Maria. Pour la première fois depuis son arrivée au Mexique, elle réussit à dormir une nuit entière sans craindre qu'on vienne frapper à la porte pour l'emmener. De son côté, Ressus découvrit en lui-même une urgence nouvelle, protéger cette jeune mère et son bébé. Ce n'était plus un geste passager. Même s'ils ne l'avouaient pas à voix haute, tous deux savaient qu'un changement s'opérait. Ils n'étaient plus deux inconnus croisés sous la pluie, mais deux âmes blessées apprenant à se faire confiance. Un midi accablant, la chaleur écrasait les toits de tôle. Dans l'entrepôt étouffant, Maria éventait son fils avec un morceau de carton. Mais Ismaël, agité, pleurait sans s'arrêter. Elle crut d'abord qu'il souffrait seulement de la chaleur, mais un frisson la traversa quand elle posa sa main sur son front, sa peau brûlait. « Non » murmura-t-elle, le cœur serré. La peur revint en elle comme un éclair brutal. La fièvre montait rapidement et les pleurs de l'enfant s'affaiblissaient. Paniquée, elle courut chercher Doña Lupita. « Doña, je crois que mon petit est malade. » La femme toucha le front du bébé et fronça les sourcils. « Ce n'est pas la chaleur. Il faut un médecin, et tout de suite. » Maria sentit son cœur battre à tout rompre. « Mais s'il me demande des papiers. »« Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. » Doña Lupita serra ses mains. « Alors nous allons chercher de l'aide. »
À ce moment-là, Ressus entra et vit Maria effondrée en larmes. Que se passe-t-il? Elle lui montra l'enfant. Il brûle. Je ne sais pas quoi faire. Ressus inspira profondément pour contenir son angoisse. On l'emmène à l'hôpital, tout de suite. Ils se mirent en marche précipitamment. Maria tenait Ismaël dans ses bras, Donia Lupita portait un petit sac, et Ressus ouvrait la voie en écartant la foule. À leur arrivée aux urgences, une odeur de désinfectant les frappa. Des patients attendaient, le murmure incessant emplissait la salle. Une infirmière s'approcha. Qu'a-t-il? Une forte fièvre, répondit Maria. Les papiers de la mère, s'il vous plaît. Le monde de Maria s'écroula. Elle resta muette, les yeux figés sur la femme en uniforme. L'infirmière répéta, agacée. J'ai besoin des données complètes. Ressus s'interposa, la voix ferme. Voyez dans quel état est ce petit. Occupez-vous de lui d'abord, les papiers viendront après. L'infirmière soupira d'exaspération, mais prit le bébé et l'emmena. Maria sentit l'air revenir dans ses poumons, même si l'angoisse ne la quittait pas. Dans la salle d'attente, elle s'assit, crispant ses mains au point d'enfoncer ses ongles dans sa peau. Ressus se plaça à ses côtés. Tranquille, ça va aller. Elle le fixa, les yeux rouges. Et sinon? Et si on me l'enlève? Ressus secoua la tête. Ils ne vous sépareront pas de lui. Je vous le promets. Le temps s'étira comme une éternité. Chaque pas d'infirmière, chaque porte qui s'ouvrait faisait sursauter Maria. Donia Lupita, agenouillée, priait en silence pour le bébé. Enfin, un médecin sortit, le visage grave. La fièvre est tombée un peu, mais il a besoin de repos et de médicaments. Rien de critique pour l'instant, mais s'il n'est pas soigné, cela pourrait s'aggraver. Maria poussa un soupir de soulagement, même si la tension demeurait. Et, combien coûte le traitement, demanda-t-elle avec appréhension. Le médecin hésita. Des antibiotiques et des sirops. Cela peut être cher si vous n'avez pas de couverture sociale. Un silence écrasant tomba. Maria baissa la tête, elle n'avait pas un peso de côté. Alors Ressus sortit de sa poche un paquet de billets froissés, ses maigres économies de chauffeur. Tenez, docteur. S'il en manque, je trouverai le reste. Maria le regarda, les larmes aux yeux. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, je le peux. Et je vais le faire, répondit-il avec détermination. Le médecin acquiesça et prit l'argent. Maria, bouleversée, cacha son visage entre ses mains. Jamais personne n'avait risqué autant pour elle. C'est à ce moment-là que l'agent moral entra dans l'hôpital. Reconnaissant Maria, il s'approcha, ses pas résonnant sur le carrelage. La peur se referma sur elle comme un piège, son cœur battait si fort qu'elle croyait s'évanouir. Serrant Ismaël contre sa poitrine, elle voulut le rendre invisible. Ressus s'avança immédiatement, son corps droit, sa voix ferme. Officier, l'enfant est malade. Laissez-la tranquille. Moral le toisa avec froideur, prêt à répliquer, mais une jeune femme s'interposa. Elle portait des lunettes, les cheveux attachés, un gilet frappé du logo d'une organisation sociale. Bonsoir. Je suis Rocio Hernandez, assistante sociale. Y a-t-il un problème? Moral fronça les sourcils. Ce n'est pas vos affaires, señorita. Cette femme n'a pas de papier. Rocio soutint son regard, calme mais inébranlable. Au contraire, c'est bien mon affaire. La loi mexicaine garantit l'accès aux soins d'urgence à toute personne, migrante ou non, et vous le savez. Le silence pesa lourd. Moral serra les lèvres, contrarié d'avoir été contredit. Finalement, il lâcha, bougon. Je ne suis pas ici pour l'arrêter. Je faisais seulement mon devoir. Et il s'éloigna, laissant derrière lui une tension encore palpable. Maria, tremblante, murmura. Merci. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous nous avez sauvés. Rocio lui offrit un sourire chaleureux. Ne me remerciez pas. Je ne fais que mon travail. Et croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Ressus, intrigué, demanda. Vous aidez les migrants? Oui. Je travaille dans un refuge. Nous offrons un appui juridique, de la nourriture, et des conseils pour les démarches. Je sais que beaucoup hésitent, mais nous sommes là pour les accompagner. Maria hésita. Tant de fois, on lui avait promis de l'aide en vain.
Pourtant, la sincérité qui brillait dans les yeux de Rossio lui inspira confiance. Dans les jours qui suivirent, Rossio devint un véritable pont. Elle rendait visite à Maria à la bodega, lui expliquait ses droits, l'orientait pour commencer une demande de régularisation. Ce chemin ne sera pas facile, lui dit-elle un jour. Il y aura des files interminables, des contrôles, de la paperasse. Mais c'est mieux que de vivre caché. Maria, les mains tremblantes, avoua. Et si on refuse? Et si on me renvoie? Cela peut arriver, répondit Rossio avec douceur. Mais cela peut aussi ouvrir une porte. Et vous n'êtes pas seul. Des réseaux de soutien existent. Ressus acquiesçait silencieusement. Pour lui, cette femme était un rayon de lumière dans l'obscurité. Quant à Dona Lupita, elle prit les choses naturellement en main. Elle préparait de la nourriture pour tout le monde et répétait avec une conviction tranquille. Une mère qui lutte mérite toujours une assiette à table. Peu à peu, les voisins furent au courant de la situation de Maria. Une marchande du marché lui offrait des fruits bien mûrs, un jeune vendeur de tacos lui donnait des tortillas. La solidarité commençait à naître autour d'elle. Et, au milieu de ce réseau fragile mais sincère, Maria comprit qu'elle n'était plus invisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoyait une lueur d'espérance. Au crépuscule d'une longue journée marquée par la fatigue et l'incertitude, un humble cordonnier du quartier remarqua que les sandales de Maria, gastada et fendues, ne pouvaient plus protéger ses pieds. Sans poser de questions, il lui offrit une paire neuve. Ce geste inattendu la bouleversa. Maria, habituée aux miradas de Rechazo et au poids du mépris, n'avait pas imaginé qu'en ce pays étranger il existerait des mains prêtes à tendre de l'aide, sans attendre de compensation. Au début, cette solidarité la dérouta. Elle craignait constamment d'être jugée, comme cela s'était déjà produit tant de fois. Pourtant, peu à peu, elle découvrit qu'il y avait encore des personnes capables de voir au-delà de son statut de migrante, de reconnaître sa dignité de femme et de mère. Un après-midi, alors qu'elle conversait dans la bodega où Maria trouvait refuge, Rossio, cette femme généreuse et énergique qui l'avait accueillie presque comme une sœur, la fixa droit dans les yeux et lui dit d'une voix ferme. « Maria, vous avez une force impressionnante. Peu de gens auraient résisté à ce que vous avez traversé. Croyez-moi, cette force sera le socle du futur de votre fils. » Ces paroles firent couler les larmes de Maria. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait sa valeur et non pas seulement sa condition de réfugié. À travers ses gestes et ses voix qui s'unissaient autour d'elle, une toile de solidarité se tissait, fragile mais réelle, ouvrant devant elle un nouvel horizon. Elle n'était plus totalement invisible. Bien sûr, les peurs continuaient à rôder, prêtes à l'assaillir à chaque instant. Mais désormais, Maria savait qu'elle n'avait pas à les affronter seule. Grâce à Rossio et aux commerçants du marché, elle retrouvait un souffle qu'elle croyait perdu. Depuis son arrivée à Mexico, c'était la première fois qu'elle sentait un filet, aussi ténu soit-il, prêt à la retenir avant la chute. Pourtant, chaque pas vers une possible stabilité apportait aussi un dilemme plus grand, fallait-il risquer l'affrontement avec le système, ou continuer à vivre dans l'ombre, prisonnière de la peur? Un soir, alors que le petit Ismaël dormait paisiblement sur un vieux petate, Rossio parla à Maria avec une franchise qui ne laissait place à aucun détour. « Maria, il faut choisir. Vous pouvez continuer à vous cacher et à dépendre des faveurs, ou bien vous pouvez entamer votre procédure. Je sais que cela fait peur, mais il n'y a pas d'autre issue réelle. » Maria baissa les yeux. L'image d'un bureau de migration lui glaçait le sang. Sa voix brisée s'éleva à peine. « Je ne veux pas qu'on m'arrache mon fils. Je ne veux pas qu'on nous renvoie. » Assis à proximité, silencieux jusque-là, Ressus prit la parole. Sa voix était ferme, mais non pas dure, emplie de cette sincérité qui lui était propre. Se cacher, ce n'est pas une vie. Voulez-vous que votre fils grandisse dans la peur chaque jour? Vous êtes forte, Maria, mais il vous faut de la stabilité. Même si la chance est infime, vous devez tenter votre chance. Maria leva vers lui des yeux emplis d'un mélange de gratitude et de méfiance. Et si on me refuse? Que deviendra Ismaël? Ressus réfléchit un instant, puis répondit avec assurance. Alors nous chercherons une autre issue. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si une porte pouvait s'ouvrir. Ces mots résonnèrent en elle comme une vérité douloureuse. Elle savait qu'il avait raison, et pourtant l'angoisse persistait, comme un mur infranchissable. Cette nuit-là, en berçant Ismaël, Maria se souvint de la voix de sa propre mère,
rester à Cuba, donne à ton fils ce que tu n'auras jamais ici. Cette promesse était son seul pilier. Et si, pour la tenir, elle devait risquer l'inconnu, alors peut-être était-ce le moment d'agir. À quelques rues de là, un autre combat intérieur prenait forme. L'agent moral, habitué à appliquer la loi sans état d'âme, se surprenait à repenser sans cesse à Maria et aux cris de son bébé dans cet hôpital. Lui qui avait appris à ne voir que des dossiers et des chiffres, il se découvrait vulnérable devant ce regard suppliant. Nous ne sommes pas là pour avoir de la pitié, se répétait-il, notre devoir est de faire respecter la loi. Pourtant, chaque soir, en contemplant ses propres enfants endormis, une question le rongeait, que deviendrait-il si, un jour, il se trouvait dans la même fragilité? Entre devoir et humanité, la ligne commençait à vaciller. De son côté, Maria demeura plusieurs jours dans l'hésitation. Elle parlait avec Rocio, recueillait des conseils, consultait des papiers. Mais au moment d'agir, la peur paralysait ses pas. Ressus, patient, la soutenait en silence, l'encourageant sans jamais la brusquer. Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble vers la bodega, Maria murmura. « J'ai peur, Ressus. Mais je sais aussi que je ne peux plus continuer ainsi. » Il posa sur elle un regard calme et répondit doucement. « Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'agir malgré la peur. » Cette phrase s'imprima dans son esprit comme un sceau indélébile. La nuit venue, en observant Ismaël dormir les poings serrés comme s'il se battait dans ses rêves, Maria sut qu'elle avait pris sa décision, elle affronterait le système, quel qu'en soit le prix. Ce choix la remplit d'un mélange étrange de terreur et de soulagement. L'épreuve ne faisait que commencer, mais pour la première fois elle s'autorisa à imaginer un avenir sans cachette ni fuite. Elle ignorait encore que son courage mettrait également à l'épreuve morale, et que ce destin partagé réveillerait des cicatrices enfouies chez chacun. Le jour décisif arriva. Un matin, soutenue par Rocio et suivie de près par Ressus, Maria franchit les portes de l'office de migration. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait résonner dans tout le bâtiment. Les murs blancs, les files interminables de gens serrant des dossiers épais, l'odeur de fatigue et de nervosité emplissaient l'air. Ismaël, dans ses bras, gazouillait innocemment, inconscient de la tension. « Respirez profondément, vous n'êtes pas seul », lui souffla Rocio. Quand vint son tour, un fonctionnaire au visage épuisé commença l'interrogatoire, nom, pays d'origine, raison du voyage. Chaque réponse sortait tremblante, mais sincère. Enfin, Maria osa dire. « Je suis venue pour que mon fils ait une vie digne. » Ses yeux brillaient de larmes retenues. Le fonctionnaire la fixa un instant, puis écrivit quelque chose sur ses papiers et lui remit un document. « Vous avez un permis provisoire, valable jusqu'à l'évaluation de votre dossier. Vous devrez revenir dans 30 jours. » Les mains de Maria tremblaient lorsqu'elle saisit ce papier. Ce n'était pas encore la résidence, ni une sécurité définitive, mais c'était une trêve, un souffle d'air dans l'incertitude. En sortant, Ressus se précipita vers elle. Elle lui montra le document comme s'il s'agissait d'un trésor. « J'ai 30 jours. » Un sourire éclatant illumina le visage de Ressus. Alors ce sont 30 jours pour respirer, et pour continuer le combat. Dans les jours suivants, un nouvel espoir, fragile mais réel, s'installa. Donia Lupita, une vendeuse du marché, lui céda un petit espace pour écouler des bonbons faits maison et des bracelets tissés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà une dignité retrouvée. Elle n'était plus uniquement dépendante de la charité. Le marché, avec ses cris de vendeurs, ses odeurs de viande grillée et la chaleur du soleil sur les bâches colorées, devint son nouveau décor quotidien. Un jour, un client intrigué lui demanda. « D'où venez-vous » ? « De Cuba », répondit-elle simplement. L'homme hocha la tête, acheta le double de ce qu'il voulait et lança. « Courage, Sonora. Ici aussi, nous savons lutter. » Ce geste anodin illumina son visage d'un sourire qui ne la quitta plus de la journée. Ressus continuait de venir la voir régulièrement, parfois avec des fruits, parfois seulement pour partager un moment à ses côtés. Entre leur rire et leur silence complice, un lien solide se construisait. Maria commençait à voir en lui non pas un sauveur, mais un compagnon de route, prêt à marcher à ses côtés. Un soir, alors qu'il rangeait les sucreries invendues, elle dit d'une voix douce. « Vous savez, aujourd'hui, pour la première fois depuis mon départ de Cuba, je n'ai pas eu l'impression d'être invisible. » Ressus la regarda avec une tendresse qu'il n'essaya pas de cacher. Une tendresse silencieuse les enveloppait, une chaleur qui n'avait nul besoin de mots. Pendant ce temps, l'agent moral restait pris dans ses doutes.
Il avait lu le dossier de Maria et savait qu'elle bénéficiait d'un permis temporaire. Il aurait pu faire comme si de rien n'était, continuer sa ronde et fermer les yeux sur ce visage parmi tant d'autres, prétendre que son rôle se limitait à l'application stricte d'un règlement. Mais l'image du bébé dans le couffin de l'hôpital lui revenait sans cesse, comme une lumière obstinée qui refusait de s'éteindre. Il se répétait qu'il respectait la loi, que son devoir ne laissait pas de place aux émotions et pourtant, quelque chose en lui murmurait que ce cas était différent. Maria, elle, avançait sans le savoir sur un chemin semé d'incertitudes mais aussi de fragiles espérances. Ce permis n'était qu'un bout de papier fragile, conditionnel et pourtant il représentait pour elle un premier souffle d'air, l'amorce possible d'une existence plus stable. Elle avait commencé à travailler au marché avec ce document, le marché était devenu un lieu familier, presque un refuge. Les tacros la saluaient d'un signe de tête, les marchandes de fruits lui laissaient un sourire, des clients réguliers s'arrêtaient pour acheter un petit sucrerie ou une de ses bracelets artisanaux. Elle avait à nouveau appris à sourire, à relever la tête sans la peur qui paralysait autrefois ses gestes. La quiétude des vies de migrants est souvent trompeuse et fragile comme une verrière, il suffisait d'un souffle trop fort pour tout fissurer. C'était un vendredi après-midi. Le soleil pesait lourd sur les toits de tôle, la chaleur collait à la peau, et le marché débordait de voix, de parfums d'épices, de la rumeur des conversations. Soudain, une rumeur s'enroula entre les allées, migration en daron d'Ando. Comme une traînée d'essence embrassée, la phrase se répandit et les étals se replièrent en hâte. Des regards se firent inquiets, des mains commencèrent à ramasser ce qui pouvait être pris en un instant. En quelques minutes, les camionnettes blanches que tous redoutaient roulèrent dans la place. Le cœur de Maria se contracta, elle prit Ismaël contre elle, chercha à se dissimuler derrière son étal comme on s'abrite derrière une porte trop mince. Mais ce n'était que façade, les agents pénétrèrent avec fermeté, exigeant des papiers, interrogeant chaque visage qui ne sonnait pas « natif ». L'un d'eux marcha droit vers elle, impersonnel et réglementaire. « Su documento, sonora ». Les mains de Maria tremblaient tandis qu'elle tendait le permis, cadeau fragile que Rossio avait réussi à lui procurer. L'agent lorgna le papier avec suspicion, « Esto no basta. Todavia no está resuelto. Tienne que venir con nosotros. » Ses jambes fléchirent. Elle savait qu'un document, même en règle, pouvait être interprété, retourné, remis en question par un geste d'humeur, un regard. Le bébé se mit à pleurer, les larmes remplirent les yeux de Maria. Puis une voix fendit l'air, claire et décidée, dégela en paz, « Ya tienne papel. » C'était Ressus, arrivé en courant dès qu'il eut entendu parler du contrôle. Il se planta entre Maria et l'agent, sans se soucier des regards braqués sur lui. Mir bien ne ce documento, no la pued levar. L'agent le repoussa d'un coup brusque, no se metta, sonore. Esto no le concerne. Jésus vacilla un instant, mais resta ferme. Claro que me concerne. No et una criminal. S'il acquiert le var, me tendra que le var a mis en bien. Autour d'eux, le marché retint son souffle. Plusieurs vendeurs, qui connaissaient Maria et avaient vu son courage quotidien, se mirent à crier pour la défendre, formant une barrière humaine faite de protestation et de solidarité. La pression monta, l'agent sembla gêné, cherchant une issue qui soulagerait l'embarras de la situation. Il maintint cependant son point de vue, « Est papel no está validado todavia. » C'est alors que Moral apparut sur la scène. Il reconnut Maria et l'enfant d'un seul coup d'œil. La vision le frappa aussi fort qu'une gifle, la femme accroupie, le poupon hurlant, Ressus face à ses collègues. « Que pasa aquí » demanda-t-il d'une voix grave. On lui exposa vite la situation, il prit le permis, le scruta attentivement, resta silencieux quelques secondes comme pour peser quelque chose d'indéfinissable. Puis il déclara d'un ton qui n'admettait plus de doute, « El documento está vigente. » Des gens l'eau en paz. L'autre agent fronça les sourcils, mais n'insista pas. Il fit signe, les camionnettes se retirèrent lentement, emportant avec elles un nuage d'appréhension. Maria tomba à genoux, serrant Ismaël contre sa poitrine comme pour l'empêcher de s'envoler. Jésus se pencha pour la relever, « Ya paso, está bien » souffla-t-il, essoufflé, la voix encore étranglée par l'effort. Elle le regarda, emplie d'un mélange de gratitude et de peur. « Si usted no ubira le gado, no sé que habría sido de nosotros. » Jésus secoua la tête, « No me agradezca. No pienso que darme quieto cuando alguien quiera hacer daño. » Non loin, Moral les observait. Il avait pris la décision de défendre le droit de Maria, mais dans son fort intérieur la bataille faisait rage. Il savait qu'en agissant ainsi il s'était exposé devant ses collègues,
qu'un geste de clémence pouvait être mal vu, même risqué pour sa carrière. Pourtant, quelque chose de plus ancien et d'humain, d'irréductible avait bougé en lui. Le marché reprit lentement son souffle, mais Maria sut, au fond d'elle, que rien n'était acquis. Ce permis restait un mince filet de sécurité, demain, une nouvelle descente et tout aurait pu basculer. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait des mains prêtes à arracher Ismaël de son étreinte. Elle le berça jusqu'à l'épuisement, la peur collée comme une ombre à ses épaules. Jésus resta éveillé dans sa petite chambre, les poings encore endoloris du carrel, la colère lui bouillonnant sous la peau. Mais plus que la colère, ce qui le hantait était l'image de Maria, agenouillée, suppliant pour son enfant. Morale, lui, tournait en long et en large dans son appartement. Sa femme dormait, lui, il n'y parvenait pas. Il se demandait avec une honnêteté brusque, pourquoi avais-je intervenu? Il aurait été plus simple, plus propre, de laisser faire et d'obéir sans se poser de questions. Des années à appliquer la loi avec une froideur presque mécanique l'avaient convaincu qu'il fallait préserver la distance. Et pourtant la détresse qui brillait dans le regard de Maria l'avait traversé comme une lame. « Qu'est me pasa ?» se demanda-t-il, incapable de trouver un remède à l'angoisse nouvelle qui l'habitait. Le lendemain, il se rendit au bureau de la migration et demanda le dossier de Maria. Il l'examina avec une attention nouvelle, scrutant chaque détail, chaque annotation, conscient qu'à chaque instant ce papier pouvait être retourné contre elle. Il sentit naître en lui une résistance, il ne supportait plus l'idée que la bureaucratie dévorât des vies en ne regardant que des numéros. L'après-midi, il alla voir Rossio dans le refuge où elle travaillait. À sa vue dans son uniforme, elle le reçut d'abord avec méfiance, qu'équière, official, lança-t-elle, la voix sèche. Il prit une grande inspiration. No vengo a intimidar a nadi. Necessito entendait comme offensiona su trabajo. Rossio plissa les yeux, incrédule. Y para qué? Para despuer usarlo en nuestra contra. Sa défiance était palpable. Moral répondit honnêtement, fatigué, porque me di cuenta de que no todo es blanco y negro. Sa sincérité semblait la surprendre, il expliqua comment, pendant des années, il avait accompli son devoir sans questionner l'impact humain de ses actes, jusqu'à cette mère pleurant avec son bébé dans les bras. Algo cambio en mi, avoua-t-il, la tête baissée, et ajouta, y no sé qué hace con eso. Rossio le regarda longtemps, le silence remplissant la pièce. Elle ne se fiait pas encore à cette ouverture soudaine, mais elle entrevoyait une brèche dans le mur de certitude que Moral avait toujours érigé. Si de verdad quierase algo, dit-elle alors, mesurant chacune de ses paroles, us supposition para abrir puerta, no para cerrarla. Le conseil tomba comme un verdict, mais il était juste. Moral acquiesça lentement, comme si ces mots venaient de frapper une vérité qu'il avait longtemps refusée. Cette même semaine, il invita Jésus à un café discret. L'accueil fut tendu, Jésus se tint sur ses gardes, les poings serrés sous la table, prêt à la moindre menace. Si le pasa algo a Maria o a Nino, ce hello juro, no me voit à que dar calado, lança-t-il d'emblée, le ton dur comme une promesse. Moral leva une main en signe d'apaisement. No vain a amenazar. Vain porc estoy cansado de hacer como que no veo. Les mots étaient simples, humains, et leur poids fit tomber une partie de la défiance. Jésus le toisa, méfiant, mais il perçut aussi quelque chose de nouveau dans l'attitude de l'agent, la fatigue d'un homme qui découvre la contradiction entre la lettre de la loi et la vie des gens qu'elle balaie. Ils parlèrent longtemps, sans enjoliver la réalité. Ils n'annoncèrent rien de miraculeux, les règles restaient, les risques demeuraient. Mais entre eux, dans ce petit café, naquit une alliance fragile, pas une alliance officielle, ni un pacte héroïque, seulement la promesse d'humanité, qu'au lieu de fermer des portes, on s'efforcerait d'en ouvrir quelques-unes quand la vie, injuste, menaçait de tout emporter. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Ressus, incrédule. « Que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lui donner une véritable chance de rester. Je ne promets pas de miracle, mais je bougerai ce que je peux, répondit l'agent moral avec une gravité inattendue. Ressus resta silencieux, son esprit cherchant à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Il s'était préparé à des confrontations, à des refus secs, mais certainement pas à un geste d'ouverture. Pourquoi? Osa-t-il demander enfin. Moral haussa les épaules, comme si ces mots avaient mûri longtemps dans sa conscience. Parce que moi aussi je suis père. Et parce que je suis fatigué que la loi m'oblige à fermer les yeux sur ce que ma conscience refuse d'ignorer. Quand Maria sut ce qui s'était dit lors de cet échange, elle demeura muette.
Cet homme qui l'avait regardé autrefois avec froideur se montrait maintenant prêt à l'aider. Elle interrogea Ressus, la peur au bord des lèvres. « Est-ce que je peux lui faire confiance ?» Il la regarda avec une honnêteté désarmante. « Je ne sais pas. Mais parfois, même le plus dur cache un cœur. » Ce fut la première fois que l'espoir cessa d'être un fil fragile suspendu au vent pour devenir une possibilité tangible. Une nouvelle chance. Les semaines qui suivirent bouleversèrent la vie de Maria. Après tant de nuits marquées par l'incertitude, arriva enfin une nouvelle qui paraissait irréelle, son permis temporaire venait d'être prolongé. Avec lui s'ouvrait la porte d'une résidence provisoire. Quand elle eut le document entre ses mains, ses doigts tremblaient si fort qu'elle eut du mal à le tenir. « C'est vrai » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Ressus, à ses côtés, lui adressa un sourire mêlé d'orgueil et de soulagement. Il n'eut pas besoin de mots. Tout dans ses yeux disait « Tu l'as mérité, Maria ». Elle avait gagné ce droit à force de persévérance, de courage et de cœur. Le pain du renouveau. Avec la sécurité d'un statut officiel, de nouvelles opportunités commencèrent à s'ouvrir. Rossio, fidèle ami, lui trouva un entretien dans une petite boulangerie du quartier. Le propriétaire, un vieil homme moustachu aux cheveux gris, écouta son histoire en silence, puis dit d'une voix ferme. « Ici, peu m'importe d'où vous venez. Si vous travaillez honnêtement, vous avez une place. » Maria accepta aussitôt. Le lendemain, elle se retrouvait derrière le comptoir, les mains enfarinées, apprenant à pétrir la pâte. L'odeur du pain chaud s'imprégnait dans ses vêtements et jusque dans son âme, comme le parfum d'un nouveau départ. Le travail était rude, se lever avant l'aube, porter des sacs de farine, nettoyer le local. Mais pour elle, chaque journée se transformait en victoire. Chaque soir, malgré la fatigue qui lui brisait le dos, elle rentrait et contemplait Ismaël dormant paisiblement. Alors, elle sentait que chaque goutte de sueur en valait la peine. Appartenir enfin. Ressus restait à ses côtés, non pour résoudre ses problèmes, mais pour l'accompagner, présent et constant. Une nuit, alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues de la colonie, Maria brisa le silence. « Quand je suis arrivée ici, je croyais que jamais personne ne me verrait autrement que comme une étrangère indésirable. Et maintenant j'ai l'impression d'appartenir à cet endroit. » Ressus la regarda avec sérieux et tendresse à la fois. « Vous avez toujours appartenu ici, Maria. Il suffisait que quelqu'un le reconnaisse. » Doña Lupita, comme une mère adoptive, ne se lassait pas de partager sa fierté. Dans le marché, elle proclamait joyeusement. « Regardez notre petite cubaine. Elle a trouvé du travail et elle avance, pas à pas. Voilà ce qui arrive quand on ne baisse pas les bras. » Les voisins commencèrent à la voir différemment. Celle qui n'était autrefois qu'une migrante avec un bébé devint une membre de la communauté. On la saluait, on lui achetait du pain, on lui adressait des sourires complices. Chaque geste, petit mais sincère, nourrissait en elle une dignité retrouvée, patiemment reconstruite grâce à sa ténacité. Morale et la conscience. De son côté, l'agent moral changeait lui aussi. Sous son uniforme et ses obligations de fonctionnaire, il avait pris la décision intime de ne plus ignorer l'humanité de ceux qui cherchaient refuge. Son intervention dans le cas de Maria resta pour lui un rappel constant, la loi devait marcher main dans la main avec la conscience. Un jour, au marché, il s'approcha discrètement de Maria. « Je voulais seulement m'assurer que tout va bien. » Elle le regarda avec méfiance, puis lui adressa un sourire sincère. « Merci de ne pas avoir permis qu'on m'enlève mon fils. » Moral baissa la tête, mal à l'aise. Il s'éloigna sans ajouter un mot. Il ne cherchait ni reconnaissance ni gratitude. Il lui suffisait de savoir qu'il avait agi selon ce qu'il jugeait juste. Un enfant, symbole d'avenir. Pendant ce temps, Ismaël grandissait sain et robuste. Ses premiers pas furent célébrés non seulement par sa mère, mais aussi par toute cette petite famille choisie, Ressus, Doña Lupita, Rossio, et même les voisins qui avaient appris à l'aimer. L'enfant devint un symbole d'espérance, la preuve vivante qu'un avenir était toujours possible lorsque l'on avançait ensemble. Un nouveau chapitre. Cette nouvelle vie n'était pas un conte de fées clos par un happy end figé. C'était un processus en marche, un renouveau encore fragile, mais désormais solide de certitude. Maria n'était plus seule. Dans son cœur, elle savait que ce chemin, commencé sous la pluie avec un simple carton pour se protéger, s'était transformé en une histoire de dignité, d'amour et de résistance. Les matins de Mexico portaient désormais une autre lumière pour elle.
Fini l'image de la femme tremblante sous un déluge, serrant son enfant contre elle. Aujourd'hui, elle traversait le marché d'un pas ferme, saluant ceux qui la reconnaissaient comme une des leurs. Son fils Ismaël, âgé à peine de 2 ans, courait entre les étals, déclenchant les rires et la tendresse des passants. Parfois, en le regardant jouer, Maria se souvenait du chemin douloureux parcouru, les nuits sans abri, la faim, la peur constante de tout perdre. Et c'est alors qu'elle serrait encore plus fort ce présent qu'elle tenait enfin entre ses mains. Une famille choisie. Un soir, alors qu'elle rangeait les miches dorées dans la vitrine de la boulangerie, Ressous arriva, épuisé par une longue journée au volant de son autobus. Aujourd'hui, j'ai eu des embouteillages dès l'aube, dit-il en s'effondrant sur une chaise. Mais je ne pouvais pas finir ma journée sans passer te voir. Maria sourit. Tu arrives toujours, même quand la fatigue te poursuit. Il la fixa avec sérieux. Parce que toi, Maria, tu me rappelles chaque jour qu'il vaut la peine de se battre. Elle baissa les yeux, émue par cette chaleur qui lui envahissait la poitrine. Il n'avait pas besoin de longues déclarations. Leur lien, né de la solidarité et nourri par la confiance, parlait de lui-même. C'est alors que Doña Lupita fit son apparition, une casserole d'atoll fumant entre les mains. Allons, les enfants, buvez avant que ça ne refroidisse, pour fêter que notre petite cubaine fait maintenant partie de la colonie. Ils éclatèrent de rire, partageant ce moment simple mais chargé de sens. À ce moment-là, Rocio arriva à son tour, le visage illuminé. Maria. Ta résidence provisoire vient d'être acceptée. Tu n'auras plus jamais besoin de te cacher. Un silence lourd de stupeur s'abattit. Maria sentit le monde vaciller. Vraiment? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Rocio hocha la tête, souriante. Oui, vraiment. Ton fils a maintenant un avenir ici, et toi aussi. Les larmes jaillirent, incontrôlables. Maria serra Ismaël dans ses bras, qui riait sans comprendre l'importance de cette annonce. Nous avons réussi, mon amour, nous avons réussi. Ressous, ému, posa une main ferme sur son épaule. Tu n'as pas mené ce combat seul. Et tu ne le mèneras plus jamais seul. À distance, l'agent moral apprit la nouvelle. Il n'approcha pas, mais ressentit un soulagement discret. Il avait fait ce qui était juste, et cela suffisait à réconcilier sa conscience avec son devoir. La dignité retrouvée. La vie reprit son cours. Maria continuait de travailler à la boulangerie, Ressous poursuivait ses trajets en autobus, et ensemble ils élevaient Ismaël. Pas de luxe, mais de la dignité, et c'était cela qui comptait le plus. Chaque jour représentait une victoire sur les ténèbres qui autrefois les entouraient. Une nuit, tandis que le marché se vidait et que les lumières s'éteignaient une à une, Maria laissa échapper à voix basse. Je n'aurais jamais cru trouver un foyer ici, au milieu de tant de peur. Mais j'ai découvert que la bonté existe, et qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à tendre la main. Ressous l'écouta et répondit avec douceur. Parfois, il suffit simplement de croire qu'il y a encore de l'espoir. Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse. Main dans la main, ils rentrèrent chez eux, Ismaël endormi dans leurs bras, porteur d'un avenir qu'ils avaient bâti ensemble. Cette histoire, née du désespoir sous une pluie implacable, s'était transformée en un témoignage de résistance, d'amour et d'humanité. La preuve que la solidarité peut changer un destin, et que même dans l'obscurité la plus profonde, la dignité finit toujours par fleurir.